Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de Kiosque. Kiosque, votre magazine dédié à la culture sur Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Tout de suite les titres de ce mercredi 21 octobre. Cathy Blondeau est en plateau pour nous parler du travail autour de la thématique du conte merveilleux, thématique traitée au travers de 2 expositions proposées à Guyancourt. Anne-Sophie Moreau, chargée de la communication et des publics au musée Promenade de Marly-le-Roi-Louvciennes, vient nous présenter l'exposition Être femme sous Louis XIV, du mythe à la réalité, explication sur la condition féminine de cette époque. Philippe Calandre propose 16 photomontages d'une Venise imaginaire à l'espace Richelieu de Versailles jusqu'au 8 novembre. Ces compositions photographiques résultent d'une imbrication d'images de la ville historique de Venise et de sa zone industrielle. C'est donc une émission consacrée aux très belles expositions du moment. Nous démarrons notre émission avec Cathy Blondeau, responsable du service action culturelle de la ville de Guyancourt. Bonsoir. Et Anne-Sophie Moreau, chargée des publics et de la communication au musée Promenade de Marly-le-Roi-Louvciennes. Bonsoir. Bonsoir. Cathy Blondeau, pourquoi avoir choisi le conte merveilleux comme thématique centrale des premières expositions à Guyancourt ? On a imaginé que le conte pouvait parler aux petits et aux grands. Tout le monde a été un enfant. Et le conte, effectivement, peut amener à voyager, à rêver. Et on a voulu en faire une thématique centrale sur nos expositions de rentrée à Guyancourt. Alors je le disais, actuellement sont présentées 2 expositions. La première de l'artiste Geneviève Panlou à la mezzanine de l'hôtel de ville de Guyancourt jusqu'au 31 octobre. Geneviève Panlou qui est une artiste connue pour ses projets de bande dessinée et de dessin animé. Pourquoi avoir fait appel à cette artiste ? On a fait appel à Geneviève Panlou qui est une artiste qui, comme vous l'avez dit, a travaillé longtemps dans la bande dessinée et la bande dessinée d'un côté et le dessin animé, pardon, excusez-moi. Effectivement, cet artiste travaille essentiellement autour de la forêt, donc on a voulu faire de la forêt un des personnages principaux du conte. C'est vrai que c'est vraiment un lieu récurrent dans tous les contes pour enfants, la forêt maudite, la forêt magique, la forêt qui fait peur. Son travail s'inspire des courants nabis et symbolistes. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot pour nous expliquer ces courants, l'histoire de l'art post-impressionniste de la fin du XIXe siècle ? Alors effectivement, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire de l'art ce soir, mais effectivement, les nabis et les symbolistes sont un courant post-impressionnisme de la fin du XIXe siècle, qui ont été tous les deux inspirés de Paul Gauguin. Ils sont opposés pour les symbolistes à la définition même de la réalité, c'est-à-dire qu'ils ont envie de montrer un regard différent. Pour les nabis, eux, c'est également opposé à se débarrasser de la contrainte imitative dans la peinture, mais également de travailler autour des couleurs vives. Tous les deux sont emprunts au sacré. Alors on le voit d'ailleurs à l'image, ce sont des tableaux avec des couleurs très vives et justement elle a cherché en fait à représenter la forêt de façon un peu onirique, est-ce qu'on pourrait dire ça ? Oui, effectivement, il y a une représentation onirique de la forêt. Elle a eu plusieurs phases décisives dans son travail, autour des arbres principalement. Elle a fait d'ailleurs des études, je crois, pendant 2 ans à l'université au travail des lichens. Exactement. Effectivement, elle a travaillé autour des lichens au départ, après avoir arrêté de travailler dans la bande dessinée et le dessin animé. Puis, elle a eu un moment dans sa vie, lors d'une promenade, elle a croisé des arbres qui étaient marqués d'une grande croix rouge. Et là, ça a été comme un moment phare pour elle. Elle a décidé de travailler autour de ces arbres. Et on retrouve dans son travail ces arbres qui sont emprunts effectivement au cachet, à la créativité, mais également qui, quand on le découvre, sont entourés d'animaux. Vraiment, il faut s'approcher de sa peinture pour pouvoir découvrir l'ensemble de son travail. Et donc ce lieu, la forêt, représenté de façon un peu onirique, se rattache pleinement au thème du conte merveilleux. Anne-Sophie Moreau, est-ce que le courant symboliste, c'est un courant auquel vous êtes sensible, qui vous parle ? Alors moi, en voyant quelques images, je trouve que ça fait vraiment rêver. Donc j'aurais tendance à dire que le pari est réussi. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit la forêt sous toutes ses facettes. On voyait des images plutôt grisé, noir, donc la forêt qui fait peur, et en même temps il y a des couleurs très flash. Il y avait du vert fluo, du rose fluo. Je trouve que ça attire l'œil forcément, et du coup ça attire probablement différents types de publics.
C'est vrai que ça surprend, on ne s'attend pas nécessairement à ces couleurs et c'est ce qui fait tout l'intérêt de cette exposition. Alors avant de poursuivre avec nos invités, je vous propose une rétrospective de la 13e édition d'Armanet qui se déroulait ce week-end à la ferme du Manet de Montigny-le-Bretonneux. Une exposition organisée par le Lions Club de Montigny-les-Trois-Villages au profit de la lutte contre la maladie d'Alzheimer, la maltraitance et le handicap. Les 52 artistes réunis pour l'occasion proposaient peinture, sculpture ou photographie d'art. 6 000 € ont été récoltés cette année par le Lions Club de Montigny au profit de la bonne cause. L'association espère recueillir encore davantage l'an prochain avec une édition d'Armanet internationale. Nous avons 52 artistes présents avec un niveau qui monte de plus en plus. Le public hier était assez satisfait. C'est le retour et ce qui est très encourageant pour nous, c'est que le public nous dit effectivement ça monte de plus en plus et bravo. Alors Cathy Blondeau, vous avez également programmé sur Guyancourt une deuxième exposition autour de la thématique du conte qui s'appelle Des mondes merveilleux. Là, le concept est un petit peu différent, on ne met pas en avant un artiste, mais une vingtaine. Exactement, même 21 pour être précis. On a 20 artistes qui exposent et une artiste qui a fait les illustrations, Julie Dumont, qui a travaillé à l'écriture du conte avec notre chargé de médiation et des publics, Aurélien de Maison, qui est venu présenter l'exposition ce vendredi dernier sur ce même plateau. Alors cette exposition, on peut la retrouver dans votre salle des expositions jusqu'au 6 décembre. Et donc chaque artiste a travaillé autour d'un lieu symbolique du conte, comme la forêt, la caverne, les grottes, les palais, mais de quelle façon ? Alors en fait, c'est nous qui avons sélectionné ces artistes qui étaient d'univers merveilleux. Et à travers leurs œuvres qu'on a pu sélectionner, nous avons placé, entre guillemets, ces artistes dans des lieux qui nous paraissaient symboliques des contes. Donc effectivement, comme vous l'avez souligné, la forêt, mais également la caverne de l'ogre blanc, le jardin étrange, et enfin le palais ensorcelé. C'est une promenade vraiment dans le conte où on incarne deux jeunes enfants qui vont à la découverte de l'histoire qui a été créée pour cette exposition. Qui deviennent un peu les héros du conte qui leur est proposé. Alors on s'attend à trouver surtout de la peinture, mais pas que, également de la sculpture et un travail autour des matières. Qu'est-ce qu'on peut voir également ? Alors effectivement, finalement, il n'y a que très peu de peinture dans l'exposition, même que très peu de peinture et d'œuvres en 2D. Il y a beaucoup de sculptures qui sont représentées dans l'exposition, car effectivement, c'est plus facile pour incarner des personnages quand on voit ces œuvres qui sont saisissantes. Dans toutes les parties, nous proposons effectivement différentes matières. Nous avons autour de la forêt de la matière autour du bois, par exemple, des matières naturelles. Nous avons également toute une installation de Damien Louche-Pellissier avec ses petits soldats, que je vous invite à découvrir. Sur la caverne de l'ogre blanc, nous sommes plutôt sur de la pierre, mais également le magnifique travail de Marc Touret en papier mâché, l'ogre, le fameux. Puis également, nous avons des sculptures textiles. Nous avons des oiseaux magnifiques de Rebecca Campo, des sculptures en raku. Et sur la dernière partie, sur le palais ensorcelé, là, nous avons de la dentelle, de la peinture, mais également encore des sculptures. Donc tous les styles d'art sont presque représentés lors de cette exposition. S'inscrira bientôt également dans ce thème du conte merveilleux une exposition de Clémentine de Chabanex à partir du 12 novembre. Alors là, qu'est-ce que vous avez voulu mettre à l'honneur ? Alors, comme pour Geneviève Panlou, nous avons voulu mettre à l'honneur la forêt autour de ce personnage principal. Pour Clémentine de Chabanex, nous sommes partis sur la sculpture animalière. Clémentine de Chabanex a un univers effectivement très Tim Burton. Donc on peut retrouver des personnages principalement féminins, masqués de loups. Donc vraiment à découvrir à partir du 12 novembre. À la mezzanine de l'Hôtel de Ville. Et on viendra également y faire un tour. Anne-Sophie Moreau, vous présentez une exposition au musée Promenade de Marly-le-Roi-Louvciennes jusqu'au 14 février 2016 qui est consacrée à la condition féminine sous Louis XIV. C'est un thème rarement évoqué. Alors quel était le rôle dévolu à la femme au XVIIe siècle ? Alors, au XVIIe siècle, une femme se définit par ses fonctions familiales. On attend d'une femme qu'elle soit d'abord une épouse et ensuite une mère. Alors, ce qui est aussi important à noter, c'est que quand on devient une épouse, eh bien, on passe de l'autorité de son père à l'autorité de son mari, puisque à l'époque, une femme est toujours considérée comme inférieure à un homme. Alors, la question qu'on se pose, c'est ces femmes étaient-elles éduquées ou pas ?
Alors, on va dire ça dépend. Il ne faut pas oublier que dans la France du XVIIe siècle, la majorité des femmes vivent à la campagne. Il y avait 90% de la population qui était rurale. Exactement. Donc, pour ces femmes-là, un accès à l'éducation qui va être limité tout simplement d'abord à ce que leur propre mère va leur transmettre. Donc ça, c'est l'élément le plus important. On va ouvrir tout doucement, en tout cas, Louis XIV va encourager à ce que l'on ouvre des écoles dans toutes les paroisses. Malheureusement, c'est suivi de peu d'effets, tout simplement parce que même quand on ouvre une école, eh bien, on ouvre une école pour les garçons. Et comme en fait, ça coûte cher de payer un maître et une maîtresse, eh bien, on ne va pas forcément accueillir les petites filles à l'école. Et dans ces écoles, l'éducation, elle était spécifique au métier qu'on envisageait que la demoiselle allait faire. En fait, puisque ces écoles finalement vont beaucoup plus fonctionner en ville, eh bien effectivement, en ville, dans les institutions qui sont ou payantes ou gratuites, on va adapter l'enseignement. Donc si par exemple vous êtes une fille d'artisan, eh bien comme on sait que peut-être vous serez amené à tenir la caisse, il faut que vous sachiez compter. Donc ça fait partie des choses que l'on enseigne en fonction et finalement de votre destin. Donc ça, c'était pour la plupart des écoles. Mais Madame de Maintenon a fait construire une école un peu spéciale à Saint-Cyr, Saint-Cyr l'école. Alors en fait, à côté effectivement de ces petites écoles, il y a les couvents. Et dans ces institutions exceptionnelles, il y a l'établissement de Saint-Cyr, une fondation royale, puisque Louis XIV donne le terrain. C'est son architecte, Jules Ardouin-Mansart, qui va construire le bâtiment. Et Saint-Cyr a une fonction bien particulière, puisque Louis XIV décide d'ouvrir cet établissement pour sa petite noblesse, celle qu'il sert régulièrement dans les armées, mais qui n'a pas toujours les moyens d'éduquer ses enfants. Et alors là, quelle différence dans l'éducation dispensée par rapport aux écoles plus traditionnelles ? Aux écoles urbaines, eh bien, l'éducation va être beaucoup plus poussée. On apprend à lire, à écrire, on apprend bien sûr le calcul, mais on apprend aussi l'histoire, la géographie. On va pratiquer le théâtre, alors pas pour le plaisir qu'il procure, mais tout simplement parce que ces jeunes filles viennent de province, elles ont parfois des accents, et donc du coup, l'idée, c'est qu'avec le théâtre, on va gommer ces accents. Cathy Blondeau, vous auriez aimé vivre à cette époque ? Alors, pas vraiment. Là, comme ça, effectivement, la présentation ne laisse pas rêveur, mais je trouve très intéressant de pouvoir montrer aux nouvelles générations le droit des femmes qui n'était pas encore acquis à l'époque, comme on peut le voir. Mais je trouve ça très intéressant de faire la passerelle entre avant et maintenant. C'est vrai que c'est un thème qui a été un peu laissé pour compte ces dernières années et qui revient à l'étude aujourd'hui, thème qu'il ne faut pas négliger. Alors forcément, lorsque l'on pense aux femmes dans l'entourage de Louis XIV, on associe nécessairement l'idée du pouvoir, à tort ou à raison ? Alors, à la fois, oui, parce que les femmes sont présentes dans l'entourage royal par la reine, et aussi par la reine-mère. Anne d'Autriche a été régente, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire que pendant quelques années, elle a été à la tête du royaume, un royaume qui est l'un des plus puissants en Europe. Mais à l'inverse, Marie-Thérèse d'Autriche est une reine qui n'est reine que parce qu'elle est l'épouse du roi et qui n'a pas de rôle politique spécifique. Pas plus que n'en ont eu les maîtresses. Alors là, on désacralise un mythe. Mais c'est vrai qu'on s'attend beaucoup à ce que Madame de Montespan... On espère que dans le secret de l'alcôve, elles fassent jouer leur relation. En réalité, il n'en est rien. Louis XIV prend soin de séparer chaque pan de sa vie. Et en fait, les maîtresses n'ont pas de rôle réel. Elles sont là pour le plaisir du roi. La reine, elle, a une mission, donner un héritier au royaume. Et c'est vraiment le moment où, pour elle, elle est reconnue reine, d'ailleurs. Alors, votre exposition, elle s'appuie également sur des lettres que vous avez retrouvées qui provenaient de la Palatine. Qu'est-ce qu'elle disait ? Alors, la Palatine, c'est la deuxième épouse de Monsieur. Monsieur, c'est le frère du roi. Et la Palatine avait de la famille dans toutes les cours européennes et elle écrivait quotidiennement aux membres de sa famille. Et elle y décrit toute la vie de la cour, à la fois ses propres tracas personnels, ses soucis en tant que femme, ses soucis en tant que mère pour marier ses enfants. Elle décrit les événements importants. Et donc, en fait, c'est une source très importante pour connaître les femmes. Elle-même regrette le fait d'être devenue madame, comprend que son père ait choisi de la marier parce qu'il ne savait pas quoi faire d'elle, mais du coup c'est une source très précieuse et surtout elle a un langage exceptionnel, truculent,
qui vous fait rire presque à chaque page et vous êtes également soucieux de ce qui va pouvoir se passer pour ces enfants en vous disant mais la pauvre, tout simplement. Et oui, on est pris d'empathie, c'était beaucoup de contraintes. Est-ce que les femmes à l'époque d'ailleurs travaillaient aux côtés de leur mari ou Alors il n'y le avait pas travail accès est une nécessité, vous l'avez dit, la majorité des femmes vivent à la campagne. Donc pendant que l'homme est en train de travailler dans les champs, la femme, elle s'occupe de la maison, du potager, de l'éducation des enfants, va aller vendre le surplus issu du potager. Donc elle est essentielle dans la vie du foyer. Et en ville, les femmes travaillent également. Est-ce qu'elles bénéficiaient des mêmes conditions de travail Alors, que ces c'est ce que messieurs j'allais ou dire. pas? Légalement, juridiquement, les femmes sont exclues d'un certain nombre de métiers. Mais dès lors qu'elles sont l'épouse de certains hommes de métier, eh bien, ce sont elles qui tiennent la boutique, qui accueillent les clients et qui, donc, travaillent aux côtés de leur mari et parfois même assurent à la mort de ce dernier la transmission de la boutique à leurs enfants. Très bien. Alors, je sais qu'avant de conclure, vous vouliez nous annoncer un spectacle qui aura lieu le 17 novembre, mardi 17 novembre, à 20h30, et qui sera représenté par la compagnie Il Festino. Alors, ce spectacle nous a beaucoup plu parce que, justement, on va dire que c'est un autre moyen de découvrir la condition des femmes. C'est une compagnie qui met en scène un comédien qui va réciter des textes à la fois misogynes, d'autres au contraire presque féministes. Et puis ce comédien est accompagné de quelques musiciens et d'une chanteuse qui interprète des airs de l'époque. Donc c'est un autre moyen de vivre la condition féminine du XVIIe siècle. Au final, est-ce qu'on peut dire que la condition féminine a fait un bond en avant, a beaucoup évolué ou pas tant? La condition féminine a évolué, forcément. Suffisamment? Je pense qu'il y a encore du chemin à faire. C'est bien probable. Anne-Sophie Moreau, Cathy Blondeau, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que l'on pourra retrouver l'exposition Être femme sous Louis XIV au musée Promenade de Marly-le-Roi-Louvciennes jusqu'au 14 février et l'exposition Geneviève Panlou à la mezzanine de l'hôtel de ville de Guyancourt jusqu'au 31 octobre. Nous poursuivons notre programme avec une autre très belle exposition située cette fois-ci à l'espace Richaud de Versailles, Isola Nova, exposition présentée jusqu'au 8 novembre. Philippe Calandre nous propose 16 photomontages d'une Venise imaginaire entre documents et collages, images de Patrick Jacques du Dixmude. Philippe Calandre, photographe d'origine presse et mode, a souhaité se distancier de la réalité en recréant des images. Connu pour ses photomontages de zones industrielles, cet amateur d'architecture propose une nouvelle série de compositions autour d'une Venise onirique. Au fil des années, je me suis un petit peu lassé de la réalité. J'ai décidé de reconstruire ma propre réalité en allant vers l'utopie. Eh bien, cette photo, une composition qui part de plusieurs images, de plusieurs fragments, je dirais. Avec ces différents fragments, j'ai recomposé une image qui paraît être une véritable image, mais qui n'en est pas une. À partir de clichés de bâtiments réels réalisés à Venise avec un argentique, Philippe Calandre propose, au bout d'un an de travail, 16 compositions photographiques d'îles fictives. Ces images sont obtenues par photomontage sur ordinateur, avec toujours le souci de respecter la direction de la lumière. La difficulté dans ces prises de vue était de combiner deux types d'architecture opposés, c'est-à-dire l'architecture de Venise traditionnelle, avec tout ce que cela comporte dans les ornements, et une autre architecture qui est celle que l'on cache le plus souvent, qui est l'architecture de Porto Marghera, qui est la ville industrielle à proximité de Venise. Et le but était de joindre ces deux architectures. Cette exposition présentée à l'espace Richaud de Versailles jusqu'au 8 novembre a été commandée initialement par l'architecte Jean-Michel Villemotte pour sa fondation vénitienne. Dans un tout autre genre, l'hôtel de ville de Villepreux héberge jusqu'au 7 novembre l'exposition Le Villepreusien et son animal. L'occasion pour l'association de photographes Villepreux Images Pixel de mettre en scène dans le cadre de leur atelier les Villepreusiens et leurs animaux. Se sont prêtés au jeu perroquets, chats, chiens, poules, lapins et leurs propriétaires. Alors l'adage se vérifie-t-il? Les animaux ressemblent-ils à leur maître? N'hésitez pas à venir le découvrir.
On se réunit au moins une fois par semaine et ensuite on a différents ateliers et puis en fait c'est un échange de passionnés. Donc bien sûr les débutants on leur apprend à faire de la photographie. Comme je dis on aiguise notre œil puisqu'on analyse des photos, on organise des sorties, on couvre des événements, que ce soit la fête de la ville, un événement sportif. Et comme chaque semaine, votre rubrique cinéma. Que pensez-vous des films à l'affiche cette semaine? Vos avis au micro d'Élodie Moine. Très bon film, moi j'aime bien. Faut aller le voir. Parce que ça raconte l'histoire d'un héros qu'on soupçonnait pas. En plus en version originale, c'est impeccable. C'est un film magnifique avec des prises de vue extraordinaires. On a une prise de conscience en fait de ce que ça représente de manière scientifique et pour les générations à venir. On voit plein de choses qu'on ne connaissait pas parce qu'on ne va pas forcément voir l'Antarctique, ça ne nous intéresse pas forcément. C'est un film très dur. Je m'y attendais un peu, mais c'est aussi une très très belle histoire. C'est un film prenant, très bien mis en scène qui représente bien l'étouffement de l'emprise psychologique et l'interprétation du couple était extra. C'est un film qui commence durement, mais plus le temps avance, plus on se retrouve dans les contes, dans l'imaginaire et ça nous transporte. C'est extraordinaire, c'est certainement un des plus beaux films de science-fiction. Est-ce que c'est vraiment de la science-fiction d'ailleurs? Mais c'est très très bien réalisé, c'est passionnant, on ne s'ennuie pas une seconde. Cette semaine, c'est Cyril Haddad de l'Espace Noiret des Clés-sous-Bois qui nous donne son coup de cœur sur les nouveautés à l'affiche. Cette semaine, notre coup de cœur est le dessin animé Mune, le gardien de la Lune, réalisé par Benoît Philippon et Alexandre Eboyan. Dans un monde fabuleux, Mune, petit faune facétieux, est désigné bien malgré lui le gardien de la Lune, celui qui apporte la nuit et veille sur le monde des rêves. Mais il enchaîne les catastrophes et donne l'opportunité au gardien des ténèbres de voler le soleil. Avec l'aide de So-On, le fier gardien du soleil, et la fragile Cire, Mune part alors dans une quête extraordinaire qui fera de lui un gardien de légende. Ce film d'animation poétique vaut vraiment le détour à la fois pour sa belle histoire et son esthétique hors du commun. Il déborde d'inventivité en termes de personnages. Artistiquement, le dessin animé se montre au final assez singulier et imaginatif. Il fera succomber un large public devant le charme qu'il dégage. Ce divertissement, absolument féerique et diablement efficace, est un programme idéal pour une vision familiale. Il touchera à la fois petits et grands. Côté distribution, nous retrouvons les voix de Omar Sy, de l'imitateur Michael Gregorio, ainsi que de celle d'Isia Higelin. Gardien de la Lune, je crois qu'il y a une méprise. Il a fait une terrible erreur en choisissant cet imposteur. Désolé! Que les ténèbres soient. Le bacille est chaud bouillant! Des diablotins ont volé le soleil! Quoi? Et c'est toi qui devras gérer les conséquences. Mune, le gardien de la nuit, est à découvrir cette semaine en famille à l'Espace Philippe Noiret. Hier, mardi 20 octobre, le film Jurassic World faisait sa sortie nationale en DVD, film dans lequel, je le rappelle, notre Yvelinois Omar Sy interprète le rôle de Barry. Pour ceux qui n'auraient pas vu le film, extrait. Et avant de se quitter, je vous propose comme chaque semaine quelques dates à noter de votre agenda culturel. Vendredi 30 octobre, l'UGC Cinécité de SkyWest vous propose une soirée Retour vers le futur avec la projection des 3 opus de la trilogie culte de Robert Zemeckis en VO sous-titré à partir de 17h30.
également mardi 3 novembre à 20h à la salle Jacques Brel de Montigny-le-Bretonneux, Clownerie. Un spectacle étonnant, familial, où s'entremêlent danse contemporaine et mime servis par 3 clowns. Enfin, mardi 3 novembre toujours à 20h30, au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, scène nationale, retrouvez la pièce de théâtre Notre peur de naître, pièce signée par le jeune et talentueux auteur et metteur en scène Fabrice Mourgia pour évoquer la solitude de l'homme moderne à l'ère du virtuel. Fin du kiosque pour cette semaine. Émission à voir et à revoir sur notre site internet. Pour ma part, je vous retrouverai la semaine prochaine, mercredi 28 octobre, avec plaisir, avec en plateau le groupe Gaz de Ville pour parler musique. Très bonne soirée à tous.